Merci d'être venu pour entendre parler de la notion de loi naturelle. Ce n'est pas une notion extrêmement populaire, mais c'est une notion, comme je l'intitulé de la conférence l'indique, c'est une notion sans laquelle il est difficile de parler raisonnablement de la vie commune, de la vie collective, de la vie sociale. C'est Monseigneur Battu qui m'avait suggéré ce sujet et m'avait proposé de venir vous le présenter, ce sujet de la loi naturelle. Pour commencer à parler de cette notion, il est indispensable de se demander pourquoi cette notion a disparu du langage usuel, même philosophique. Je l'ai mesuré lorsque j'ai publié il y a quelques années un petit livre sur précisément la notion de loi naturelle, et des journalistes bien intentionnés m'interrogeaient, mais ils me posaient de drôles de questions parce que manifestement, ils n'avaient pas la moindre idée du sens de la notion. Ils pensaient que loi naturelle, cela voulait dire loi de la nature. Pour le dire d'un mot, loi naturelle, ce sont des lois, c'est une loi qui permet d'orienter la vie humaine à partir d'une certaine compréhension de la nature humaine. Voilà. Alors, pour commencer à entrer dans ce sujet, la première chose à se demander, c'est comment cette notion qui, en quelque sorte, veut concrétiser le projet d'orienter la vie humaine à partir d'informations tirées de la nature humaine, n'est-ce pas? Pourquoi cette notion a complètement disparu de notre paysage moral aujourd'hui? Non seulement elle a disparu, mais elle a été écartée comme une notion désuète, indéfendable, désormais inutile ou même nuisible lorsqu'il s'agit d'organiser la vie collective. Car aujourd'hui, comme vous le savez bien, la vie collective entend être organisée, ou on entend organiser la vie collective à partir d'une seule notion, d'un seul principe, le principe des droits humains. Le principe des droits de l'individu humain est aujourd'hui la seule source légitime des maximes, des règles, des lois qui organisent la vie commune. Donc, par quoi il faut d'abord commencer, c'est de prendre en vue l'histoire intellectuelle de ces derniers siècles, où l'on est passé d'une pensée du social orientée par une version ou une autre de l'idée de loi naturelle, c'est-à-dire, encore une fois, d'éléments d'orientation tirés de l'expérience de la nature humaine, à une idée de l'organisation collective, de la légitimité de la règle, fondée uniquement sur les droits individuels, sur les droits humains. Passage de la loi naturelle aux droits de l'homme. La notion de loi naturelle n'a plus de cité parmi nous parce que, au fond, elle a été délégitimée par ce qu'il faut bien appeler le mouvement même de la philosophie moderne. Comme vous le savez, la vie des sociétés modernes est étroitement dépendante d'opinions, d'idées très abstraites qui ont d'abord été élaborées par les philosophes. Et si la notion de loi naturelle n'a plus droit de cité parmi nous, c'est d'abord qu'elle a été déclarée inadmissible par ce que j'appellerais l'opinion philosophique régnante. Je crois qu'il y a peut-être parmi vous des étudiants en classe de philosophie ou des élèves en classe de philosophie. Je crois qu'une des choses qu'en général on apprend dans la classe de philosophie, je ne dis pas que c'est le cas dans votre classe, mais une des notions qu'on apprend en général, c'est que
la notion de loi naturelle est contradictoire. Parce que la nature ne peut pas donner de loi à l'homme, parce que l'homme se donne la loi à lui-même, n'est-ce pas? Parler de loi naturelle, c'est aux yeux de la philosophie moderne proposer, en quelque sorte, un cercle carré. En vertu du raisonnement suivant, si notre nature, la nature humaine, nous donnait la loi, que resterait-il de notre liberté? Plus précisément, de quelle nature pourrait se réclamer la supposée loi naturelle, puisque, comme l'on dit couramment, l'homme, l'être humain n'est pas nature, mais bien plutôt liberté. L'être humain est liberté. C'est cette notion qui est au cœur de la compréhension moderne de l'être humain, de la compréhension contemporaine, et qui délégitime d'entrée la notion de loi naturelle, puisque précisément la notion de loi naturelle met l'accent sur la notion de nature. Lorsque l'on dit que l'homme, l'être humain est liberté, on n'entend pas par là que l'être humain est doué de libre arbitre. La notion de libre arbitre, c'est une notion, je dirais, de dérivation grecque et surtout chrétienne, parce que le libre arbitre, c'est une qualité, une capacité de la nature humaine. Et évidemment, cette notion de libre arbitre, non seulement est acceptée, mais même encouragée, et d'une certaine façon, elle a été élevée dans le contexte chrétien. L'homme a une nature, et cette nature est douée d'une capacité propre à l'homme, qui est le libre arbitre. Quand on dit, dans le contexte moderne, dans le contexte contemporain, l'homme est liberté, on ne veut pas dire que l'homme a un libre arbitre. La liberté, pour les modernes, peut-être pourrons-nous préciser ultérieurement ce que j'entends par moderne, mais enfin, cette notion s'entend assez bien. La liberté pour les modernes est ce pouvoir que nous aurions, ce pouvoir spécifique d'arracher l'être humain à toute détermination naturelle, de projeter, de produire des actes, des effets qui sont les produits de cette liberté et de cette liberté seulement. Le pouvoir donc de susciter un monde purement et exclusivement humain. Un pouvoir dont nous sommes la seule source, la seule cause, où rien ne nous a été donné, ni par Dieu, ni par la nature. C'est ce que l'on entend lorsque l'on dit « l'homme n'est pas un être de nature, mais un être de culture ou un être de liberté ». Un être de culture, cette expression est très courante dans les classes de philosophie, mais aussi très courante dans la vie courante, si je peux dire. L'homme n'est pas un être de culture, n'est pas un être de nature, mais un être de culture. Alors, on a une expression très parlante de cette idée dans la philosophie de l'anglais John Locke au XVIIe siècle, qui explique que 99% de la valeur des choses dont nous usons est le produit du travail humain. 99%. Pourtant, il parle avant l'économie moderne, avant l'industrie moderne, avant la grande révolution technique de la modernité. Bref, ce qu'il dit, c'est que ce qu'il dit déjà au XVIIe siècle, c'est que presque toute la valeur des choses dont nous avons l'usage est valeur ajoutée, comme nous disons aujourd'hui, valeur ajoutée. Ajoutée par quoi? Par le travail humain. Le travail humain. Eh bien, transposer cette idée économique très simple, toute la valeur des choses vient du travail humain, à l'ensemble du monde humain. Vous avez l'idée moderne, l'idée régnante de la vie humaine. Tout ce qui constitue le monde humain est valeur ajoutée par qui? Par l'homme. Jean-Paul Sartre nous exhortait de façon pressante à rejeter résolument d'un même mouvement Dieu et la nature humaine, et l'idée de nature humaine, car, disait-il, il n'y a de nature humaine que par et pour un Dieu qui l'a créé. Ce sont deux instances imaginaires à l'ombre desquelles l'homme abdique sa liberté. Sa liberté qui n'existe pas, qui n'est pas réelle, si elle n'est pas absolue. Pour Sartre, l'être humain est liberté, pure liberté, liberté
inconditionnée. Sartre, l'existentialisme, c'est une version particulièrement, je dirais, vigoureuse de l'idée moderne de liberté, mais d'une certaine façon, cela donne à entendre le ressort même de cette idée moderne de liberté qui est partagée par ailleurs par, je dirais, l'ensemble des versions de la modernité. Nous entendons tous les jours parmi nous résonner cette doctrine. Le propre de l'homme réside dans son autonomie, dans sa capacité de se donner à lui-même la loi et, pourrait-on dire, en général, de se faire lui-même. Se faire lui-même. Alors, je crois qu'il est important de rappeler la physionomie de cette liberté, avec un grand L, qui est la référence des sociétés modernes, qui leur donne, en quelque sorte, leur axe et leur horizon pour mesurer à quel point la notion de loi naturelle est devenue incompréhensible pour nous. Cette idée d'une pure liberté, d'une liberté inconditionnelle d'autodétermination, a, pour ainsi dire, pulvérisé le paysage politique et moral dans lequel la notion de loi naturelle jouait un rôle central. Elle a rendu ce paysage social et moral, en quelque sorte, comme l'on dit dans les municipalités, elle a rendu ce paysage social et moral inconstructible. Et c'est pourtant à un effort, en tout cas à un essai très provisoire de reconstruction que je voudrais vous inviter. En commençant par une caractérisation sommaire de ce qu'on entend donc un peu plus précisément que ce que j'ai dit en commençant par loi naturelle. Je l'ai dit, la loi naturelle, c'est l'ensemble des règles principales de l'agir humain, règles tirées de la nature humaine, donc valides en principe pour tous les hommes. Tirées de la nature humaine, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'être humain est poussé par sa nature à former certaines associations, certaines institutions, par exemple la propriété privée, la famille, l'association politique. Associations ou institutions que la loi naturelle, précisément, est chargée de régler. Mais attention, contrairement à ce que les critiques de la loi naturelle souvent semblent penser, la nature humaine ne produit pas les choses sociales et morales, ne produit pas les institutions, ne produit pas les associations, comme le pommier produit des pommes. La nature humaine, ici, c'est l'ensemble des tendances de la nature humaine. Tendances, inclinations de la nature humaine, qui peuvent être plus ou moins puissantes selon les individus, selon les groupes, qui peuvent être trop faibles pour parvenir à un terme bien satisfaisant, pour parvenir à une association ou une institution bien élaborée, bien construite, qui peuvent même prendre une forme aberrante, une forme qu'on pourrait dire contre nature. Il y a des sociétés si bizarrement organisées qu'on pourrait dire qu'elles vont à l'encontre de la nature humaine. Ce que les critiques souvent de la notion de loi naturelle ont peine à comprendre, c'est que ces tendances de la nature humaine, ces tendances de l'homme social à produire des associations, à élaborer des associations et des institutions, ces tendances ne produisent pas des effets déterminés et pour ainsi dire infaillibles, comme le pommier produit des pommes, mais ouvrent des possibles, des potentialités qui réclament d'être effectivement déterminées et concrétisées sous la direction d'une loi naturelle qui conduira ces tendances vers leurs expressions les plus heureuses, les plus désirables, les plus souhaitables. Si les hommes sont mus naturellement par une tendance très puissante à l'association, l'homme est un animal politique, disaient les Grecs, la formule est d'Aristote. Si les hommes sont mus naturellement par une tendance très puissante à l'association, celle-ci peut revêtir des formes très différentes
à l'élaboration desquels la raison humaine prend évidemment une part considérable. Bref, la loi naturelle elle-même, pour être rendue effective, doit être précisée par la loi positive, la loi du législateur, et en général, les règles du droit. Thomas d'Aquin a une formule très, très frappante lorsqu'il dit lorsqu'il se demande qu'est-ce qui est essentiellement, au plus en quelque sorte, dans sa racine, la loi naturelle. Saint Thomas dit, c'est une vis directiva, c'est une force directrice, une force qui donne la direction à l'organisation du monde humain, qui donne la direction à la conduite de la vie humaine, mais qui ne suffit pas pour parvenir au but. Pour parvenir au but, il faut l'étape suivante, la direction donnée par la force directive ou directrice. Il reste à l'homme, c'est-à-dire à la prudence humaine, beaucoup à faire, c'est-à-dire transformer cette tendance directrice, cette force directrice, en institution viable. Nous commençons à comprendre par ces remarques très simples pourquoi la tendance principale de la modernité a beaucoup de peine à comprendre la notion de loi naturelle. Imaginant que la règle de nos actions peut être produite souverainement par la raison et la liberté humaine, que l'homme peut se commander souverainement à lui-même, nous imaginons que la loi naturelle est au contraire une loi déterminée par la nature que les hommes ont reçue à la naissance, sans que leur raison ou leur liberté aient part à cette détermination. Or, pour les auteurs qui se réfèrent à la loi naturelle, j'ai mentionné Thomas d'Aquin à l'instant, pour les auteurs qui se réfèrent à la loi naturelle, le rôle de la raison pratique des hommes est indispensable, mais c'est une raison qui s'appuie sur une direction donnée par la nature humaine, par exemple la force associative, et qui puise dans les manifestations de cette nature, dans l'expérience humaine, les informations nécessaires à l'élaboration d'une bonne loi. Sur la base de la même impulsion ou inclination associative, qui conduit par exemple à l'union des sexes, la raison pratique peut régler cette association, l'association entre l'homme et la femme, par la polygamie ou la monogamie. Eh bien, ce que nous percevons de ce qui convient à la nature humaine, ce que les Européens ont perçu de ce qui convient à la nature humaine, les a conduits à faire le choix de la monogamie. La loi du mariage monogame résulte à la fois de la pulsion naturelle vers l'union des sexes et de la réflexion sur les besoins supérieurs de la nature humaine qui a conduit la civilisation européenne à exclure la polygamie de ses mœurs, de ses règles, de ses lois, de ses coutumes. Bref, ni dans les documents du passé, ni dans la réalité présente, nous ne rencontrons jamais la nature humaine toute nue, si j'ose dire. Elle est toujours informée, concrétisée par une loi, par une règle. Mais nous ne rencontrons jamais non plus cette loi toute pure, sortie de la raison, issue de la raison comme Minerve de la tête de Zeus. La loi s'appuie sur des tendances naturelles et fait nécessairement usage d'informations puisées par la raison dans les différentes expériences que nos facultés naturelles sont capables de susciter. Eh bien, pour reprendre cet exemple, monogamie, polygamie, nous avons tiré de l'expérience humaine l'idée que la première était bien préférable à la seconde pour la réalisation des besoins de la nature humaine. Que la vie humaine soit toujours nécessairement un mélange de nature et de loi ou de convention, de la nature reçue et de la loi voulue, c'est ce que, d'une certaine façon, l'esprit moderne, dans son impulsion première, et cette impulsion qui le porte encore, c'est ce mélange que l'esprit moderne refuse. L'esprit moderne
on pourrait le définir ainsi, il déteste les mélanges. Il déteste les mélanges. Suivant la formule mémorable, l'expression mémorable de Descartes, il ne supporte que les idées claires et distinctes. Claires et distinctes. Or, la notion de loi naturelle, elle a l'inconvénient de ne pas être claire et distincte, de ne pas sembler claire et distincte. Alors donc l'esprit moderne a dit non, mais choisissez, ou c'est loi ou c'est nature. Voilà. Et donc, la philosophie moderne, encore une fois, pas toute la philosophie moderne, mais dans sa tendance victorieuse, en quelque sorte, a séparé brutalement, d'un côté la pure nature, de l'autre la libre initiative humaine. D'un côté la pure nature sur l'appellation philosophique d'état de nature, et de l'autre la libre initiative humaine comme raison, volonté, liberté. Et d'une certaine façon, et ceci garde une part de mystère, d'énigme, comme on voudra dire, tout le mouvement politique, social et moral moderne dépend de cette décision intellectuelle et spirituelle. Cette décision intellectuelle et spirituelle, dont les motifs ultimes nous échappent, cette décision consistant à dire, d'un côté nature, de l'autre liberté, on ne peut pas allier ces deux notions, ou c'est nature, ou c'est liberté. Et donc, les modernes ont essayé de vivre, de s'organiser selon cette division radicale entre une nature réduite à l'état de nature, nous verrons immédiatement ce que cela signifie, et une liberté qui occupe en quelque sorte tout le champ du monde humain. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où cette décision a été prise? La décision de séparer entièrement la nature de la liberté, l'état de nature de la libre société humaine. Le XVIe siècle, je vais parler du XVIIe, le XVIe siècle a été marqué par un accent extraordinairement fort sur la diversité des associations humaines, sur la pluralité des coutumes, sur la plasticité apparemment indéfinie des sociétés humaines. Pensez à Montaigne qui, en quelque sorte, fait le catalogue de toutes les bizarreries des coutumes humaines. Et comme vous savez, après avoir rendu compte de la société des cannibales, récemment découvert au Brésil, eh bien, il explique qu'après tout, si l'on regarde les choses de près, la coutume des cannibales n'est pas plus irrationnelle ou plus inhumaine que les coutumes qui sont celles des Européens au même moment, n'est-ce pas? Donc, si vous lisez Montaigne, qui est merveilleusement suggestif, merveilleusement persuasif, on a l'impression que ce qui caractérise l'être humain, l'homme social, c'est une plasticité indéfinie, n'est-ce pas? Pour Montaigne, l'observation de la vie sociale des hommes ne laisse pas apercevoir cette force directive de la nature dont parle saint Thomas. À un moment, Montaigne a cette comparaison, il dit finalement, les hommes finissent toujours par s'associer d'une façon ou d'une autre, comme les pommes de terre dans un sac de pommes de terre. Alors, c'est une formule frappante, concrète, qui va très loin. Ça n'en a pas l'air, parce que cela veut dire qu'au fond, il n'y a pas dans la nature humaine cette force directive qu'y voyait saint Thomas, qui voyait Aristote, c'est-à-dire cette force constructive qui construit un monde humain qui est peut-être plus ou moins rationnel, mais qui va vers une association cohérente et intelligible, n'est-ce pas? Au fond, on ne peut pas, pour Montaigne, tirer
une leçon politique, sociale et morale du spectacle de cette variabilité indéfinie des coutumes humaines, n'est-ce pas? Ou plutôt, l'observation de l'histoire et de la géographie humaine ne peuvent indiquer aucune direction pratique particulière comme la plus souhaitable. Bref, il faut fermer le livre des coutumes, le dictionnaire des cultures. Ils ne nous fournissent pas de quoi ordonner le monde humain. Eh bien, fermer le livre des coutumes, le dictionnaire des cultures, et au fond, ne plus chercher à s'instruire de l'expérience, repartir de zéro, c'est ce que fait le XVIIe siècle. Et c'est au XVIIe siècle que sont fondés les principes directeurs sur lesquels nous vivons encore, n'est-ce pas? Pour le dire d'un mot, l'État moderne a été fondé dans ses principes fondamentaux. Il a été fondé quand? Il a été fondé au XVIIe siècle, dans la pensée philosophique et politique du XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'a fait le XVIIe siècle? La pensée du XVIIe siècle. Eh bien, il a fait quelque chose d'extraordinairement violent dans la pensée. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ces formes collectives indéfiniment diverses que l'imagination humaine, que la plasticité humaine a produites et qui émerveillaient Montaigne, pourquoi ne pas les réduire toutes en leurs éléments constituants, à les concasser en quelque sorte, puis, à partir de ces éléments, construire un ordre collectif qui soit satisfaisant pour la raison. C'est la méthode conçue par le grand philosophe de l'État moderne, Thomas Hobbes, au XVIIe siècle, l'auteur de la grande doctrine de l'État moderne. Quelle est la démarche de Hobbes? Elle est très simple. Elle consiste à regarder les sociétés humaines comme si elles étaient dissoutes. Comme si elles étaient dissoutes en leurs éléments constituants, c'est-à-dire les individus humains, puis à les reformer ou les reconstruire, à les réassembler à partir de ces éléments, mais de ces éléments agissant maintenant selon la raison. Bref, fonder l'ordre nouveau, l'ordre de l'État moderne, sur un contrat de chacun avec chacun, c'est évidemment la doctrine du contrat social. Mais il faut bien comprendre qu'à l'origine, le contrat est un contrat de chacun avec chacun, ce qui fait que le seul principe naturel de cette construction, c'est l'individu. Alors, vous le savez, cette doctrine du contrat social a connu plusieurs versions, les principales étant celles de Thomas Hobbes, de John Locke, de Rousseau bien sûr, et elle n'a cessé d'être remise sur le métier aujourd'hui. Quelle que soit la version cependant, elle suppose que les hommes par nature, sont naturellement indépendants. Nous disons libres et égaux, mais dire que les hommes sont par nature libres et égaux, ça veut dire que par nature, ils ne vivent pas en société, n'est-ce pas? Parce que dès lors qu'il y a société, il n'y a pas pure liberté, et il n'y a pas pure égalité. Donc, dire que les hommes naissent libres et égaux, c'est dire que les hommes naissent dans l'état de nature. Donc vous voyez, il ne s'agit plus, comme dans le cadre de la loi naturelle, de discerner, de guider une tendance naturelle à l'association, de faire bon usage d'une force directive, mais de vouloir, de projeter, de construire une société à partir d'une absence de société, ou même d'une tendance à la dissociation. Vous voyez quand même l'énormité du geste, parce qu'on n'a jamais vu des hommes vivant dans l'état de nature. Les hommes sont toujours dans l'état de société, d'une façon ou d'une autre, même les bandes paléolithiques, n'est-ce pas? Donc, on décide de partir pour construire la société d'êtres qui sont entièrement séparés les uns des autres et que rien ne pousse les uns vers les autres. Voilà l'étrange démarche sur laquelle est fondée toute notre politique. En tout cas, non pas toute notre politique, mais, je dirais, le squelette
qui tient notre politique ensemble, en quelque sorte, à savoir l'État moderne. Donc, dans cette représentation, en effet, au lieu de partir de l'homme poussé par sa nature vers des associations, des cités, des institutions, et examiner comment ces institutions ont été fondées et comment on pourrait les améliorer, on part de l'idée de créer, à partir de zéro d'une certaine façon, un ordre entièrement nouveau, entièrement construit, entièrement voulu. Et encore une fois, cet ordre comporte néanmoins un élément naturel, un seul, l'individu humain, mais non pas l'individu avec toutes ses tendances, ses capacités naturelles, ses tendances à l'association précisément, mais l'individu humain avec son seul désir de se conserver, et qui, pour se conserver, construit l'ordre nouveau de l'État. Tel est donc l'ordre étatique moderne. Il n'accepte de recevoir comme naturel, comme reçu de la nature, que, je dirais, ce qu'un philosophe italien appelait la vie nue de l'individu humain, le fait de vivre et de vouloir vivre, de se conserver et de persévérer dans l'être. Donc, pour cette représentation des choses sur laquelle, nous allons le voir, nous vivons encore, et de plus en plus d'une certaine façon, il y a une seule chose naturelle, c'est l'individu humain, et dans l'individu, il n'y a qu'une chose naturelle, c'est le fait de vivre et de vouloir vivre, de se conserver, de persévérer dans l'être. Tout le reste de l'ordre humain, pour la société comme pour l'individu, est en principe voulu, construit. Il n'a rien de naturel. Il est l'effet de la volonté ou de la liberté humaine dans laquelle il a sa source. Ce dispositif, très abstrait et très simple, et vous direz, s'il est difficile d'être plus abstrait et plus simple, c'est en quelque sorte géométrique, on construit, enfin un jeu de construction. Ce n'est pas seulement l'épure construite par des philosophes à un moment particulier de notre histoire, de notre passé, il contient toute une histoire politique, sociale et morale, celle de la politique moderne, qui est encore la nôtre, et une histoire qui n'est pas encore achevée. Le ressort de cette histoire peut être résumé de la façon suivante. D'une certaine façon, l'étrange, ce qu'on appelle la démocratie moderne, est mue par un mouvement paradoxal. Ce qu'elle vise d'une certaine façon, c'est à revenir à son commencement. Revenir à l'état de nature dont elle est partie. On a construit une société par le contrat social, les hommes libres et égaux qui construisent ensuite l'État moderne. On a construit une vie sociale qui s'est développée, mais la vie sociale ne cesse de produire des inégalités, des contraintes, des régulations, des lois, et l'on veut sans cesse, en quelque sorte, ramener ces lois, ces régulations, ces contraintes, ces inégalités, ces limitations à la liberté. On veut revenir au commencement, à l'état de nature où les hommes sont libres et égaux. Donc, revenir à la séparation rigoureuse entre ce noyau, cet atome naturel qu'est l'individu humain et tout le reste de la vie humaine dont on doit faire apparaître le caractère volontaire, voulu ou construit. Et donc, tout le reste, c'est-à-dire toute la vie sociale et morale, avec ses lois, ses règles, ses coutumes, qui semblent toujours plus ou moins naturelles à l'homme social, il est difficile de ne pas considérer comme naturel
La façon de vivre, quand c'est celle de ses parents, celle dans laquelle on est né, celle de la société qui nous entoure. Donc, l'homme social tend toujours à considérer comme naturel ses mœurs et coutumes, et donc, le projet moderne doit sans cesse déconstruire ces mœurs qui semblent naturelles à l'homme social, pour les faire apparaître comme un produit de la volonté humaine. Et donc, le ressort du mouvement moderne, on peut dire le ressort du mouvement démocratique, consiste à étendre sans cesse le domaine de ce qui est explicitement voulu, construit, donc à réduire par là même le domaine de ce qui est reçu ou considéré comme donné par la nature ou par Dieu, comme on voudra dire. Et je le répète, tout ce qui est au-delà du corps propre et de ses besoins immédiats de l'individu humain relève du volontaire ou du construit et n'est guidé par aucune tendance ou finalité naturelle. J'ai mentionné tout à l'heure saint Thomas, Thomas d'Aquin, et les tendances ou inclinations de notre nature. Saint Thomas distingue quatre grandes inclinations de la nature humaine. L'être humain tend à persévérer dans son être, nous l'avons vu déjà, ça c'est là ce que les modernes accordent. Première tendance. Deuxième tendance, il tend à s'unir à l'autre sexe et à se reproduire. Troisième tendance, il tend à s'associer avec ses semblables et à former des corps politiques. Quatrième et dernière tendance principale, il tend enfin, selon l'expression de saint Thomas, à connaître la vérité sur Dieu. Eh bien, si nous en jugeons par le mouvement des sociétés modernes et par l'état présent de notre ordre social et moral, nous ne sommes d'accord avec Thomas que sur le premier point. Oui, l'être humain tend à persévérer dans son être. Nous accordons que l'être humain, en effet, tend à persévérer dans son être, mais c'est tout ce que nous concédons aujourd'hui à la nature. Nous ne reconnaissons pas les autres tendances comme des tendances naturelles faisant autorité pour l'organisation du monde humain. C'est là le point décisif. Nous pouvons bien admettre les faits que Thomas avait en vue. Bien entendu, nous admettons qu'il y a des sociétés humaines, que les hommes forment des sociétés, bien entendu. Mais nous ne considérons pas que cette tendance fait autorité pour l'organisation du monde commun. Nous admettons les faits, mais non pas que ces faits signalent des tendances faisant autorité, des tendances naturelles faisant autorité pour la construction du monde humain. C'est cela que, je dirais, la philosophie moderne, les principes de la philosophie moderne dans ce qu'elle a de plus radical, c'est cela que la philosophie moderne refuse. Alors, je vais prendre un exemple qui doit être traité avec délicatesse, mais qu'il est indispensable d'introduire ici, car il permet de comprendre plus clairement ce que je viens de dire en termes abstraits signifie. Que ces faits naturels ne signalent pas des tendances faisant autorité ou ne peuvent pas signaler des tendances faisant autorité et donc justifiant une loi appuyée sur ces faits naturels. Considérons donc la deuxième tendance, la deuxième parmi les principales tendances relevées par Thomas d'Aquin, la tendance à s'unir à l'autre sexe et à se reproduire. Alors, l'opinion aujourd'hui ne nie pas, bien sûr, qu'une telle tendance existe,
Mais à ses yeux, quand je dis l'opinion aujourd'hui, je veux dire l'opinion du législateur telle qu'elle s'est exprimée dans les dernières années. C'est donc l'opinion de notre société, c'est l'opinion qui oriente aujourd'hui notre société. Donc cette opinion ne nie pas qu'une telle tendance existe, mais à ses yeux, elle n'existe pas suffisamment pour justifier les règles du mariage dit traditionnel. C'est le présupposé, n'est-ce pas, de la loi de 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes du même sexe. La loi présuppose, l'opinion qui est à l'origine de cette loi, présuppose que la tendance, employons ce terme, vers l'autre sexe n'a pas plus d'autorité pour fonder l'institution du mariage que la tendance vers le même sexe. Le fait que la reproduction des êtres humains réclame l'union des sexes opposés ne suffit pas, aux yeux de cette opinion, à justifier que l'on réserve l'institution du mariage aux couples formés d'un homme et d'une femme. La différence des sexes et la reproduction que celle-ci rend possible sont des faits naturels, mais qui n'ont pas de cette vis directiva, de force directive et légitimante que lui accordait la tradition de la loi naturelle et que lui accordait évidemment Thomas d'Aquin. Les besoins et désirs du corps propre, le corps propre s'entend le corps de chaque individu, n'est-ce pas? Le corps propre à chaque individu, le corps en tant qu'il lui est propre, les besoins et désirs du corps propre ont une égale force et légitimité indépendamment de l'orientation sexuelle, donc indépendamment de l'ouverture ou non à la fécondité. Ainsi, on dénaturalise l'étreinte naturellement féconde en l'égalant à l'étreinte nécessairement inféconde, tandis qu'on naturalise l'orientation sexuelle en posant comme une vérité à la fois scientifique et morale que l'homosexualité ne relève d'aucune façon ni à aucun degré d'un choix humain ou de la volonté humaine. Les critiques de la loi de 2013 lui opposaient qu'au lieu d'étendre un droit, le droit au mariage, à d'autres ayants droit, on avait en réalité changé la définition du mariage. En effet, disaient ces critiques, le droit au mariage n'est pas comparable au droit de vote. L'extension du droit de vote jusqu'au suffrage universel n'implique nullement un changement de définition. Que le suffrage soit censitaire, réservé à quelques propriétaires, que ce soit le suffrage universel masculin, réservé aux hommes, que ce soit enfin le suffrage universel comprenant les femmes, il s'agissait toujours du même droit, car il s'agissait toujours du même acte, l'acte de voter pour élire des représentants. Dans le cas du mariage, disaient ces critiques, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un même droit pour un même acte, car la société, légitimement préoccupée de sa préservation et de sa continuité, ne pouvait pas considérer de la même façon une union fondée sur une étreinte naturellement féconde et une union fondée sur une étreinte nécessairement inféconde. Tel est l'argument de ces critiques de la loi de 2013. Cet argument ne manque pas de pertinence ou de poids, en tout cas, puisque, en somme, il fut implicitement au principe de l'institution du mariage dans tous les siècles et toutes les sociétés, à l'exception de la nôtre. La question intéressante est de savoir pourquoi un argument aussi simple et aussi courant, en quelque sorte, aussi implicite à travers les différentes expériences sociales, est aujourd'hui rejeté comme inadmissible et même, pour ainsi dire, odieux par une opinion aujourd'hui unanime, au moins officiellement. Il faut, je crois, revenir à la question de la tendance naturelle ou de la vis directiva, de la force directive que Thomas d'Aquin mettait au principe de la loi naturelle. Un homme et une femme qui concluent un mariage entrent dans une relation qui inclut naturellement la possibilité de l'enfant.
possibilité qui peut rencontrer une impossibilité naturelle, stérilité de l'un ou de l'autre, ou un refus de la volonté de l'un ou de l'autre ou des deux. Dans ce dernier cas, les époux refusent, provisoirement ou définitivement, ce à quoi ils ont en principe consenti. Mais la stérilité naturelle, provisoire ou définitive, comme le refus de la volonté, provisoire ou définitive, sont des accidents qui ne changent rien au sens de l'institution, des accidents bien réels, qui ne changent rien au sens de l'institution, celui-ci résidant dans l'ouverture d'un possible fondé sur la tendance naturelle que l'institution précisément institutionnalise. L'union hétérosexuelle repose sur une tendance qui ouvre sur un possible, et un possible bouleversant, puisqu'il s'agit d'un nouvel être humain, condition de la continuité des générations humaines. C'est cet argument, l'argument dit de l'ouverture à la vie, qui justifie pour l'opinion dite traditionnelle que le mariage soit réservé à de tels couples. Eh bien, je crois aussi que c'est cet argument, mais retourné, qui fonde aujourd'hui l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. En effet, ce possible qu'est un nouvel être humain est un bien, évidemment, particulièrement précieux. En fondant le mariage sur cette possibilité, on établit une institution exclusive, on réserve l'honneur et les avantages de l'institution à ceux qui disposent de cette possibilité naturelle, en excluant ceux à qui elle est naturellement interdite. Ainsi, on transforme un avantage naturel en privilège social, ce qui est injuste et odieux. On transforme un avantage naturel en privilège social, ce qui est injuste et odieux. Tel est, à mon avis, le fond de l'opinion qui informe aujourd'hui la législation. C'est parce que les deux types d'union sont différents, naturellement différents, qu'ils doivent être traités de manière strictement égale par la loi. C'est parce que le mariage hétérosexuel est en effet qualitativement différent de l'union homosexuelle qu'il faut étendre l'institution du mariage aux unions du même sexe. Bien sûr, le droit au mariage, diront les tenants de l'opinion traditionnelle, ne donne pas aux nouvelles unions la capacité naturelle qui leur manque, mais c'est précisément pourquoi, réplique l'opinion nouvelle et régnante, c'est pourquoi il faut compléter la nouvelle loi en donnant aux couples de même sexe tous les moyens juridiques ou techniques possibles d'obtenir un enfant. La raison de la loi est aussi la raison de la sacralisation de la loi. Pourquoi, alors que cette loi est si récente et le changement induit tout de même si considérable, pourquoi jeter un tel opprobre sur ceux qui émettent encore des critiques ou des réserves? Eh bien, l'opinion nouvelle répond: comment tolérer des sociétaires qui s'obstinent à défendre un privilège aussi indu puisque fondé sur la seule nature? La nouvelle loi change peut-être la définition du mariage, comme le soutiennent les tenants du mariage traditionnel, mais, disent les partisans de la nouvelle loi, c'est en lui donnant enfin une définition juste, puisque fondée sur la seule volonté et non sur la nature. En vérité, on devrait dire plutôt que l'institution, dès lors, n'a plus guère de définition et, en vérité, ne peut plus en avoir, car la loi tend à se détacher entièrement des contenus et des formes de vie. La loi ne reçoit pour ainsi dire plus d'informations, des expériences humaines effectives. La loi est désormais ce niveau, en quelque sorte, qui passe sur toutes les vies, que toutes les vies sont, en quelque sorte, la même vie en tant que, en ce qui concerne la loi,
celle-ci ne connaît que l'individu réduit à son corps propre. Le projet combien de secondes me donnez-vous encore? Un quart d'heure ou très bien. Le projet qui s'est imposé irrésistiblement dans l'effacement légal et social de la différence entre les sexes, et que je viens d'essayer d'analyser rapidement, est à l'œuvre dans l'ensemble du domaine politique et social. Il concerne aussi la troisième tendance ou inclination de la nature humaine, la tendance de l'être humain à s'associer avec ses semblables et à former des corps politiques. Il s'est passé en effet dans la dernière période en Occident, et spécialement en Europe, un phénomène d'une immense ampleur, un phénomène extraordinaire, et qui reste là aussi énigmatique. Il y a beaucoup d'énigmes dans l'histoire humaine. Ce phénomène qu'on pourrait définir comme, sinon l'inversion, en tout cas la subversion de la tendance à l'association, à la formation des sociétés supposées jadis naturelles. Je m'en tiens à l'essentiel, c'est déjà beaucoup. En termes politiques, ce développement que j'évoquais abstraitement à l'instant se traduit par la délégitimation de ce qui est encore le régime par excellence de la politique moderne, à savoir le gouvernement représentatif. Vous le savez, à partir d'une certaine date, d'une certaine période, parce que ça court sur des générations, les nations européennes, jusque-là soumises à un gouvernement monarchique au sens large, découvrirent progressivement que la représentation politique, la République représentative, permettait d'instaurer la liberté politique, éventuellement même un régime démocratique, dans de grands États. Ces grands États qui, jusque-là, semblaient, par leur dimension, condamnés au pouvoir d'un seul. Et au XVIIIe siècle, et surtout au XIXe et XXe siècle, les penseurs et les acteurs politiques virent dans le gouvernement représentatif d'un État-nation le chef-d'œuvre de la politique moderne et mirent tous leurs soins à en perfectionner la théorie et la pratique. Et ce régime, la République représentative, notre régime, sortit vainqueur, finalement, après beaucoup de malheurs, des guerres hyperboliques du XXe siècle, et après la chute du communisme, il parut solidement installé dans tous les pays d'Europe. En réalité, et c'est le phénomène extraordinaire, je n'ai pas peur du terme, devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui, en même temps que ce régime représentatif se répandait, de démocratie représentative, se répandait dans de nouveaux pays au centre et à l'est du continent, il se vidait de plus en plus de sa substance dans les vieux pays démocratiques qui en avaient fourni le modèle. Parmi les vieux pays démocratiques, évidemment, la France est comptée. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour réduire la chose à sa racine, l'idée d'un peuple se gouvernant lui-même par des représentants responsables devant lui, cette idée fut de moins en moins acceptée, est de moins en moins acceptée. Cela même qui avait été mis au principe de la justice politique moderne, un gouvernement puisant sa légitimité dans le peuple qui lui accorde sa confiance, ce régime apparut de plus en plus comme, en quelque sorte, la racine de toutes les injustices. Comment a-t-on pu... Comment ce renversement a-t-il pu se produire? Un argument, une cause certainement très déterminante, fut que, une fois que les droits humains
sont devenus l'horizon exclusif des sociétés démocratiques, le seul agent légitime est désormais l'individu comme un membre de l'humanité, l'individu comme homme en général, non plus le citoyen participant d'une cité, mais l'homme en général. Et donc désormais parmi nous ne peut recevoir la qualification de juste, de vraiment juste, qu'une règle universelle susceptible d'être appliquée à tout homme. Même le peuple se gouvernant démocratiquement dans la liberté, notre régime que nous croyions jusqu'il y a peu juste, eh bien, ce peuple se gouvernant démocratiquement dans la liberté, loin de donner corps, de concrétiser la justice politique comme nous le pensions jusque-là, eh bien, aujourd'hui, aux yeux de l'opinion qui l'emporte de plus en plus, concrétise au contraire une injustice primordiale, celle qui consiste à se séparer et à se préférer. L'humanité, comprise comme l'ensemble des individus humains vivants, est désormais le seul corps de justice, si je peux dire. Mais, ne pouvant être un corps politique proprement dit, il n'y a pas de gouvernement de l'humanité par l'humanité, ou de l'humanité par elle-même. L'humanité ne pouvant être un corps politique proprement dit, la justice parmi nous consiste à rendre de plus en plus visible et effective cette humanité en effaçant le plus possible les frontières qui la divisent ou la fragmentent. Et donc, dans cette perspective, évidemment, l'émigration concrétise le mouvement vers une humanité réunie, les migrants apparaissant comme les témoins et les vecteurs de l'opération de justice par excellence, qui est le passage du particulier au général. Le phénomène que j'essaie de décrire sommairement, la perte de légitimité du corps politique que nous croyons jusqu'à présent le corps politique par excellence juste, la démocratie représentative, à un régime où n'est plus juste que l'individu humain titulaire de droit et l'humanité prise comme un tout, semble aisé à comprendre dès lors qu'on emploie le langage des droits et du droit. S'il n'y a de justice que du général ou de l'homme en général, alors un individu solitaire, en quelque sorte, est porteur de l'humanité, opposable victorieusement à n'importe quel corps politique qui, lui, concrétise une association particulière. Le chétif individu représente, lui, l'humanité tout entière, tandis que le corps politique, dans ses frontières, n'est qu'une fraction de l'humanité et une fraction qui s'en sépare. Et l'on voit comment la légitimité du général passe du corps politique démocratique, de la volonté générale de Rousseau, à l'individu simplement homme, membre de l'humanité en général. Reste à se poser la question, et je n'y répondrai pas, mais il est important de se la poser, comment ou pourquoi, en si peu de temps, alors que nos régimes s'étaient si bien reconstruits après la guerre, de façon si satisfaisante, comment les nations démocratiques, qui au long de 2 ou 3 siècles avaient accompli ce grand effort vers le meilleur régime, le régime représentatif dans le cadre national, et y avaient puisé tant de fierté, comment ces nations, nos nations, se sont si brusquement vidées de leur sentiment de soi et de l'assurance de leurs droits légitimes, jusqu'à voir dans l'amour de soi de la communauté politique, de la cité, de la République, une sorte de crime contre l'humanité. C'est une question à laquelle beaucoup de réponses ont été, sinon apportées, pour laquelle beaucoup de réponses ont été suggérées. Il est certain que l'on souligne avec raison l'effet différé des grandes catastrophes du XXe siècle, les guerres hyperboliques et la Shoah, qui ont blessé, peut-être mortellement, la légitimité de l'ordre politique européen. L'argument serait à
considérer sérieusement. Je n'en ai pas le temps, vous vous en doutez, mais je devais le mentionner pour pour ne pas laisser de côté un aspect essentiel ou très important de la problématique que j'essaie d'esquisser devant vous. Pour conclure, il me semble qu'est à l'œuvre parmi nous un changement, si j'ose dire, dans l'intime de notre âme, pardonnez cette expression augustinienne, un changement, pour ainsi dire, dans l'intime de notre âme, un changement à l'intérieur même de notre rapport au bien et à l'action humaine en direction du bien. Nous supposons de plus en plus que les biens humains ne sont dignes d'être désirés et aimés, dignes d'être estimés, que lorsqu'ils sont partagés le plus largement possible. Et aussi qu'ils peuvent, sans perdre leur vertu et leur bonté, être indéfiniment partagés, même avec ceux qui ne sont ni capables ni désireux de les produire. Ainsi, nous considérons les biens visés par l'action humaine non plus précisément comme des biens produits par une certaine qualité d'action, mais plutôt comme des avantages qui doivent être aisément accessibles à tous ceux qui y ont droit, c'est-à-dire tendanciellement à tous les hommes, en vertu de leur égalité et similitude. Je crois que, et ceci est bien sûr un raccourci abstrait qui demanderait beaucoup d'explications, mais malgré tout, je me risque à ce raccourci. Le passage de la référence à la loi naturelle à la référence aux droits humains découle d'une transformation profonde, radicale même, de la manière dont nous comprenons le ressort de la vie humaine. Le ressort de la vie humaine, le ressort de son mouvement et le principe de sa justice. La référence à la loi naturelle suppose que le ressort de notre vie, c'est, comme le disait Aristote, l'action en direction d'un bien. L'action en direction d'un bien, soit un bien personnel, propre à la personne, soit un bien partageable et susceptible de devenir commun. Mais un bien qui, dans tous les cas, induit un perfectionnement, un devenir meilleur de celui qui agit. Un perfectionnement, un devenir meilleur de celui qui agit. La référence aux droits humains suppose que le ressort principal de notre vie, c'est de faire valoir nos droits. Les droits humains, de faire en sorte que tous les biens humains soient accessibles tendanciellement à tous les hommes, qu'ils soient donc plutôt des avantages plaisants, satisfaisants, plutôt que des biens, car tous les hommes peuvent jouir des mêmes avantages, en tout cas en principe, plutôt que des biens. Je veux dire que tous les hommes peuvent jouir des mêmes avantages, mais non pas participer également à tous les biens. Telle est en effet la différence entre le bien et ce que j'appelle l'avantage qui est la matière du droit, que nous n'accédons au premier, le bien, qu'en acceptant d'être transformé et rendu meilleur, espère-t-on, par lui, tandis que le second, l'avantage, nous laisse au fond ce que nous sommes. Et même l'avantage nous donne un motif de plus et très persuasif. Il est avantageux de rester ce que nous sommes et ainsi de disposer de cet avantage. C'est sur cette dernière hypothèse, suggestion, considération que je conclus ces remarques. Je vous remercie de m'avoir si attentivement écouté. Écoutez la journée du bon pied.
écoutez La vie du bon côté. Écoutez aussi Le verre à moitié plein. Écoutez plus loin que le bout de son nez. Écoutez RCF. La joie se partage.